Ensuite, j'avais dit que parler de quoi après. Et on se retrouve pour le bilan des films, documentaires et même courts-métrages que j'ai vu le mois dernier, le mois de septembre. Et je voudrais tout d'abord vous remercier énormément de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur The Fall par Tarsem. C'est assez inouï, je suis assez content de voir que pour ceux qui connaissaient déjà le film, c'était une totale découverte de découvrir l'envers du décor, comment s'est fabriqué ce film. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, d'avoir envie de le voir et que j'ai pas spoilé énormément. Voilà, ça fait vraiment plaisir que tout ce boulot-là fonctionne comme je le voulais. Merci encore, continuez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle est partageable. Et puis pour les gens qui me découvrent grâce à ça, bienvenue. Dans ce format, je vais donc revoir une douzaine de films. Comme ça, rapidement, je vais essayer d'aller vite. C'est l'occasion de picorer peut-être des idées pour des soirées où on n'en a pas. Il y a le chapitrage en dessous si vous voulez passer à un autre. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Ok, let's go. Et tout d'abord, histoire de balayer ça pour le reste de la vidéo, je vais vous parler de Kaizen, le documentaire sur Inoxtag et sa montée de l'Everest. Film sur Inoxtag, mais réalisé par Basil Mono. Voilà, il faut quand même dire la personne qui est derrière tout ça, c'est celui qui est crédité. Pourquoi? Parce que il y a eu un petit léger, on va dire, drama autour de ce documentaire. C'est que premièrement, il a été diffusé en salle lors d'une séance exceptionnelle, je crois qu'il n'y en a eu qu'une, hein. Et comme je viens de le dire, il a été autoproclamé documentaire par l'équipe d'Inox, hein, parce que bon, on met toujours tout sur le dos de cet influenceur, mais en fait, il y a une équipe derrière. Avant de développer, je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié, c'est un truc que je suis en tout cas depuis un an, hein. Je regarde les vidéos de Inox, je trouve pas que c'est non plus le top du top de l'intelligence sur internet, mais c'est un personnage très attachant et ce défi d'aller sur l'Everest a été fait quand même dans les règles de l'art, grâce notamment à Mathis qui le suit, qui est donc son moniteur on va dire en quelque sorte, et donc du coup en fait depuis le début on suit ça, en tout cas pour ceux qui suivaient avant ce documentaire là, son entraînement, il y a quand même un respect de la pratique. Néanmoins, il y a eu quand même beaucoup de critiques autour de tout ça. Moi, pour le côté sortie en salle, on va prendre les choses dans l'ordre. Pour le côté sortie en salle, qui fait que du coup je le traite aussi là. Moi je vois pas le problème, je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait il y a même plastiquement dedans des choses qui doivent être super cool à voir sur un grand écran. Et je parle pas du gros plan morve en 4K, hein, pas du tout. Ah putain, c'est trop beau. Mais je pense plutôt au plan de drone qu'il peut y avoir, les images de la nature, des pays qu'il a traversés. Ça, je pense que en termes d'image et de son surtout, ça doit être quand même assez galvanisant, surtout pour des spectateurs qui ont peut-être pas l'habitude d'aller autant au cinéma et qui, pour le coup, donnent une occasion d'aller au cinéma le plus proche, le multiplex le plus proche, et d'avoir peut-être une sensation de spectacle cinématographique comme rarement. Et puis bon, tous ceux qui veulent mettre des lieux comme des temples, c'est leur problème. Pour moi, le cinéma est un lieu du commun, donc allons faire la fête en commun devant un film. Il n'y a pas de souci, si on va aller voir du Mylène Farmer au cinéma, pourquoi on ne verrait pas du Inoxtag? Point barre. Après, la deuxième chose qui est donc critiquable et qui donc aussi fait que j'en parle ici, qui est l'autoproclamation du format documentaire. Donc, nous sommes devant un objet qui fait plus d'1 heure, qui raconte le récit intime et sportif d'un jeune homme qui s'est lancé un défi, et nous suivons toute son histoire de cette année qui a été pour lui un game changer, comme on dit, dans sa vie. Voilà le scénario de ce documentaire. Après, il s'avère qu'on est devant une personnalité publique, donc disons que c'est un documentaire sportif sur une vedette, en tout cas quelqu'un qui est connu. Et donc c'est tout ça qui traverse ce documentaire, donc moi il n'y a pas de souci d'appeler ça un documentaire, je sais pas d'où c'est parti, c'est pareil, c'est comme l'histoire de mettre le cinéma comme un temple, c'est d'essayer de mettre dans des cases aussi tout ce qui est un documentaire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, John Mekas c'est pas du documentaire, alors du coup c'était bien serious business quand même pour parler de ce truc-là, parce que bon voilà, ça reste quelque chose, et là je vais revenir sur le réalisateur Basil Mono, ça reste quelque chose qui est quand même produit, réalisé par une personnalité en particulier Inox, et que tous ceux qui peuvent avoir eu affaire, même artistiquement, autour de ce projet-là, sont quand même vachement dirigés par l'image publique de cet influenceur. C'est-à-dire que s'il y a une frustration à avoir, et c'est peut-être de là d'où viennent inconsciemment les critiques de tout le monde, c'est que la forme n'est pas très intéressante. Il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans la mise en scène. Tout
ce qui pouvait être profond dans cette histoire, tout ce qui pouvait être, comment dire, relevé de la réalité qui a été captée, sont dits par des discours. Et par des discours qui sont un peu... Le mec a 22 ans, c'est pas très élaboré. On n'est pas là avec le plus grand penseur de la Terre. Vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Mais ce qui fait du mal pour ceux qui aiment avant tout l'art cinématographique et tout, c'est que ça se reflète pas beaucoup dans voilà, le découpage, dans l'agencement de plans avec un autre. On n'est pas totalement dans du cinéma vérité qui suivrait comme ça les choses de manière brute, il y a beaucoup de ralentis, il y a même un passage en plein milieu qui fait un peu pub, qui est carrément même de la pub avec plein de placements de produits, tout ça qui montre son entraînement. Sous couvert que ça montre son entraînement, en tout cas ça fait plutôt rentrer les pépettes pour pouvoir financer tout ça. Parce que il y a dans ce Kaizen un discours sur la solitude moderne, sur le rapport entre le monde virtuel, le monde réel, sur le déclin un petit peu de l'environnement et tout ça. Il y a tout ça, c'est asséné dans des belles paroles par le protagoniste principal, mais ça aurait été beaucoup plus fort si ça avait été, voilà, en effet, dans la mise en scène. Moi, c'est ça que je regrette un petit peu. Il y avait de quoi, je pense. Il y avait de quoi même au montage de trouver quelque chose, mais bon, puisqu'on est quand même dans une économie youtubesque, on va pas aller chercher trop quelque chose là-dedans, mais je pense que tu donnes les rushs à quelqu'un qui a plus l'habitude de faire des documentaires pour la salle, peut-être il y aurait eu un autre discours entre les images. Parce qu'il y a quand même des points d'émotion, des moments de vraies sensations dans ce documentaire qui, moi je trouvais ça super cool. Et on va pas bouder son plaisir, en plus il est drôle, il est cool, il y a le Canadien, c'est incroyable, on s'amuse bien quand même. Donc voilà, Kaizen, vous avez tous accès à ça, si vous aimez bien la personnalité, allez le voir, sinon 2 heures c'est peut-être un peu long, allez voir d'abord une autre vidéo d'Inox pour voir, notamment les vlogs qu'il faisait avant, où on parle un peu plus d'alpinisme, peut-être qu'il est un peu moins auto-centré, je sais pas. Un petit peu avant 11 h ce matin, rendu en haut de la montée, j'ai le ventre, mec, qui ballonne. Je suis sûr que je vais me chier dans les culottes, mec. Voilà, maintenant ça c'est dégagé, maintenant on va parler de l'autre gros événement de ce mois-ci, le truc qu'attendaient tous les cinéphiles de la Terre entière, qui donc casse du sucre sur le dos aussi d'Inox, c'est le Megalopolis de Francis Ford Coppola. Enfin au cinéma, parce que c'est un film qui a mis donc, vous le savez à peu près tous, mais qui a mis 40 ans à sortir, de la tête déjà de son auteur, Francis Ford Coppola, qui est un auteur qui a donc 80 ans, qui est l'auteur du Parrain, d'Apocalypse Now, donc une espèce de nom comme ça, un peu comme Spielberg ou Orson Welles, des espèces de noms comme ça qui symbolisent le cinéma, Kubrick, voilà, mais qui en fin de compte peut suivre vraiment sa carrière et regarder tous ses films pour se rendre compte qu'avant d'aller voir Megalopolis, il faut se mettre en tête que c'est un film de Coppola, donc on ne sait pas à quoi s'attendre en fin de compte. Moi j'y suis allé avec cet esprit-là, j'étais avec, surtout avec la bande-annonce, ce que ça a démontré déjà à la base, je suis allé avec aucune attente et surtout en me disant que ça allait être une catastrophe. Ça avait l'air bordélique dès la bande-annonce, c'est pas si catastrophique que ça, mais c'est vraiment chaotique, c'est vraiment le bordel, c'est pas top. J'avais vu une critique, un one-liner comme ça qu'il y avait sur Letterboxd, je crois, qui disait « Regardez Megalopolis, c'est comme rentrer chez un vieux, il y a une odeur un peu bizarre ». C'est un peu ça, c'est-à-dire que si j'ai un reproche à faire au départ à ce film, c'est que pour un film qui parle de visionnaires, de gens qui ont des visions pour le futur, qui s'opposent dans des idées politiques et esthétiques, c'est pas très folichon. On n'est pas devant des visions un peu inédites. On est dans quelque chose, dans presque du rétro-futurisme, un peu bancal, un peu moche parfois même. Hein. Il y a un côté un peu cheap qui démontre que c'est un film qui est autoproduit, parce que c'est la deuxième chose que tout le monde parle autour de la promotion de ce film, c'est que c'est lui-même qui l'a financé. C'est un film ultra indépendant, qu'il a financé avec son exploitation de vin, voilà, qui est assez improbable, hein, mais c'est comme ça, c'est Coppola, toujours pareil, hein. Défi un peu improbable, hein. Inox Coppola, on est un peu sur la même gamme de personnages en fin de compte, et donc aussi comme Inox, il y a un truc où c'est vraiment très auto-centré, c'est-à-dire que c'est un film qui fait beaucoup de discours aussi, qui fait beaucoup de citations pour expliquer les choses de la vie qu'aurait peut-être compris Coppola ou sur lequel il réfléchit encore, et qui au bout d'un moment est un peu barbant en fin de compte, c'est-à-dire avec ce ton shakespearien qu'il y a tout le long dans le film, ça devient un peu relou. Même si, bon, la tension est quand même relevée de temps à autre avec des séquences lunaires ou des choses esthétiques, ça qui te prend d'un coup. Mais il y a ce truc qu'il y a dans d'autres films aussi de Coppola, cette sensation de film en devenir. Comme si en fait, ces 40 ans de gestation pour faire Megalopolis n'étaient pas là pour aboutir à une œuvre carrée, nickel, qu'on ne peut pas contredire. Non, on est devant encore un objet qui bouge.
un objet qui sait pas encore où il va. Et ça peut être très fatigant si on s'est pas mis dans le mood avant, mais qui est plutôt désarmant. Moi, qui m'a pas donné beaucoup de plaisir parce que, merde, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il veut raconter autour de ça. Et il veut raconter tout plein de choses et il met tout. Et démerde-toi. Donc c'est un peu galvanisant quand même de se dire, voilà, un mec de 80 ans qui fait un film de gamin de 25 ans, qui n'a pas du tout des cloisons et des œillères par rapport à son métier, et qui donc essaye des trucs. Par contre, l'imaginaire qu'il a, les références qu'il a, bon, sont un peu dépassées peut-être. Et un peu cringe parfois. Ouais. On peut dire ça, cringe, ouais. Pour donner un ordre d'idée, peut-être pour ceux qui voudraient aller le voir malgré tout, on se retrouve dans un film qui pourrait rentrer dans un corpus de films plutôt récents qui serait Babylone, le Southland Tales de Richard Kelly ou encore Beau is Afraid de Harry Astor. D'œuvres un peu foutraques comme ça où il y a tout à la fois et rien, où ça prend des libertés mais en même temps on comprend pas, on n'arrive pas à piger vraiment pourquoi on voit ça, quelle est notre place là-dedans aussi en tant que spectateur. Mais il y a cette spécificité de Coppola où si on prend le jeu, il y a des moments d'émotion quand même désarmants, vraiment, qui piquent comme ça d'un coup. Il y a 2 ou 3 fois où il y a vraiment des moments très romanesques, des trucs très beaux, des trucs qui m'ont ému, moi en tout cas. Et notamment la toute fin, où de manière très naïve, étonnamment, il met un point final particulier à son film, où franchement moi je peux être que là à me dire « Oh c'est mignon ». Quand même. Donc Megalopolis, c'est un peu un ratage, c'est vraiment pour les nerds je pense de cinéma, mais il y a d'autres choses à voir dans sa filmographie vraiment. Et je crois qu'on s'est un peu trompé, mais je vais en reparler plus tard. Je vais en reparler plus tard de Coppola, dans cette vidéo. You find me cruel, selfish and unfeeling? I am. I work without caring what happens to either of us. So go back to the club, bear it all, and stock the kind of people that you enjoy. Fine. En revanche, ce mois-ci, il y a un film que je n'attendais pas du tout, que je savais pas du tout qu'il sortait d'ailleurs ce mois-ci, qui est Rebel Ridge de Jérémy Saulnier, je sais jamais comment on doit le dire. Film qui est sorti sur Netflix d'un auteur que j'aime beaucoup, auteur de Blue Ruin et de Green Room. Green Room qui est un film que j'avais mis dans mon top 2016, que vous pouvez trouver en fouinant un peu dans la chaîne. Et donc voilà, nouvelle fournée de cet auteur que j'aime bien et pas déçu du tout, même plutôt agréablement surpris. C'est un de mes coups de cœur de ce mois-ci. Et donc, je veux rien vous spoiler de ce film-là parce qu'il démarre direct. Ça fait plaisir. Un film où, en fait, directement, on est avec un personnage, il lui arrive un truc et le récit commence. Il n'y a pas... L'exposition se fait au même moment qu'il y a des rebondissements. Ça, c'est un truc très agréable. Donc, on est tous sur un même pied, en fait. On commence le film et voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que au vu de la bande-annonce, au vu de l'affiche, au vu de comment Netflix un peu le vend, je croyais me retrouver avec un truc plutôt d'action, plutôt bourrin, qui m'étonnait un peu de Jérémy Saulnier, parce que pour ceux qui connaissent son cinéma, c'est quelqu'un qui joue beaucoup le slow burn, je sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais le truc très lent qui met un temps à exploser, et aussi son autre particularité, c'est celle de montrer la violence sec, la violence qui fait mal, la violence où quand tu regardes ça à l'écran, t'as presque aussi mal que le mec qui vient de se prendre une balle dans le buffet. Et bien en fait, la bande-annonce, l'affiche, la promotion qu'a pu faire Netflix est totalement fausse, puisqu'on est totalement dans ça avec Rebel Ridge, qui est une sorte d'alternative, de récit alternatif, ou en tout cas modernisé du premier Rambo, First Blood de Ted Kotcheff, où on trouve ce gars hyper fort qui ne peut pas s'ancrer dans ce territoire, qui ne peut plus s'ancrer dans le monde des hommes, on va dire, entre guillemets, mais qui a des velléités de justice en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette relecture, modernisation de ce récit, c'est que, en effet, la petite particularité, c'est que ce mec va pas tuer des gens. Il va à chaque fois essayer de trouver la meilleure solution pour régler le conflit. Bref, j'en parlerai pendant des heures, peut-être que je l'analyserai moins foutraquement autre part, mais en tout cas je vous conseille vraiment de regarder Rebel Ridge. C'est un petit bijou comme ça, caché, qui était sur la plateforme Netflix, et qui fait réfléchir, qui a un petit ventre mou au milieu, mais qui quand même se rattrape bien à la fin. Regardez Rebel Ridge, Jérémy Saulnier, un auteur un peu inconnu comme ça, mais que je vous conseille vraiment de regarder. Du coup, je me suis dit... Et si on calmait le jeu? Ah voilà, là tu retrouves la raison. Mes réflexions faites, non. Et maintenant, je vais vous parler d'un classique que j'ai revu pour la 1000e fois ce mois-ci, qui est Phantom of Paradise de Brian De Palma, un film excessivement foutraque, excessivement pop, glam, un truc qui est inouï dans le cinéma et qui est absolument culte. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, vous avez
au moins déjà vu autre part, dans des clips, dans des artworks d'albums ou des choses comme ça. Vous avez déjà vu un peu l'approche esthétique ou les idées, les visions qu'avait pu avoir Brian De Palma pour ce film-là. Phantom of Paradise, si vous ne connaissez pas, c'est la relecture de Faust et du Fantôme de l'Opéra à la sauce rock'n'roll, glam et complètement taré. Et donc du coup, un grand plaisir de le revoir, de voir que ça marche toujours, de voir que les visions qu'il y a à l'intérieur sont les choses les plus précieuses de ce film, parce que on peut penser que l'histoire et même parfois l'exécution est un peu dans son jus, on va dire, mais à chaque fois, il t'invente des plans, des trucs qui ont infusé même des mangas, qui ont infusé tout plein de choses dans la pop culture, en plus de la musique de Paul Williams, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais je vais en parler juste après, qui ont influencé aussi la French Touch avec ce truc-là, et notamment Paul Williams, s'il est sur le dernier album des Daft Punk, le RAM, c'est pas pour rien, c'est que l'histoire de leur duo aussi est un rapport avec ce film. Voilà, donc un film culte, je crois que le mot culte vraiment correspond à ce genre de film, tellement il est adulé. En tout cas, un film très fun, très coloré, la musique elle est au top, on s'éclate, on voit plus de films comme ça, et je sais même pas si on en voyait déjà à l'époque, mais en tout cas, Phantom of Paradise a survécu à toutes les décennies, et regardez-le, c'est génial, c'est la fête, c'est trop bien. Et j'enchaîne tout de suite avec l'autre documentaire qui était vraiment... Alors ça, je savais pas qu'il allait sortir ce mois-ci aussi, je savais même pas qu'il y avait un documentaire sur ce sujet-là, c'est DJ Mehdi, Made in France, réalisé par Thibaut de Longeville. Donc une série documentaire sur Arte, disponible sur YouTube gratuitement encore, je sais pas combien de temps, mais qui est là en ce moment à la vision de tout le monde. Série de 6 épisodes sur DJ Mehdi, une figure emblématique, pour ne pas dire culte aussi, de la scène rap française et électro. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce documentaire, si ce n'est que dès les premières minutes du premier épisode, j'ai compris que c'était ma cam, et ça l'a été pour beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'émotions qui sont remontées, de se rappeler aussi de la fin de ce DJ, qui a été un gros choc, et une pierre comme ça, très forte dans les années 2000, 2010, où il y a eu un avant, un après, en fait, sa mort. Il y a un truc où ça a été vraiment très très marquant pour nos générations, enfin pour ceux qui suivaient sa carrière et qui ont été un peu biberonnés à toute cette musique. Mais la chose la plus précieuse qu'il y a dans ce documentaire, j'ai trouvé moi, c'est toute cette exploration d'une histoire de France, littéralement, qu'il y a au début, sur comment un gars d'une cité s'est allié avec d'autres gars d'une autre cité pour faire de la musique qui allait être la musique qui raconte le aujourd'hui et potentiellement le demain aussi. Moi, il y a un truc super émouvant, super bien raconté en fait au début de ce documentaire et que j'ai pas vu ailleurs. Une vraie autre histoire de France, entre guillemets, d'où le sous-titre Made in France, qui est un jeu de mots sur le Mehdi, mais qui, pour moi, ils ont trouvé le bon truc. Il y a dans cette figure du DJ Mehdi, même à l'international plus tard avec la French Touch, quelque chose de typiquement français, quelque chose qui représente un truc, et je suis persuadé que ce documentaire, moi, ça m'a inspiré. Je pense que ça a inspiré plein de gamins qui connaissaient pas ce gars-là. Même ceux qui ont vécu à la même époque mais qui connaissaient pas vont découvrir une personnalité emblématique, voilà. Et puis voilà, dans ce genre de documentaire, ce qui est cool, c'est de revoir tous les protagonistes. Big up bien sûr à la clique de 113 de fous qui nous font punchline sur punchline. Et ça permet de faire voilà une espèce de waouh, ce gars, il a été dans tout ce qui a été hyper important entre les années 90 et 2010 en France, quoi. Tout ce qui est la musique qui a imprégné au plus profond la société française, en fait. Donc voilà, si vous n'avez pas déjà regardé ça, mais foncez dessus si vous aimez la musique et si vous aimez aussi le cinéma, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'éminemment bien raconté et pour le coup, bien mis en scène. C'est pensé de A à Z comme un truc définitif sur cette figure de DJ Mehdi. DJ Mehdi, Made in France, c'est un carton à l'international, mais si vous l'avez pas déjà vu, regardez-le, moi j'ai adoré, c'était génial. Commencé à écouter les Beatles assez jeune. Moi, les Beatles, j'en avais rien à foutre des Beatles, moi. Je m'en foutais, moi. Moi, pour moi, les Beatles, c'était 4-5... je sais même plus s'ils étaient 4 ou 5 lycéens qui étaient là avec des coupes au bol. Je m'en foutais, moi, des Beatles. J'en avais rien à foutre.
jusqu'au jour. Ce mois-ci, j'ai été voir Emilia Pérez de Jacques Audiard, donc film que là, on l'a su il n'y a pas longtemps, qui va représenter la France aux Oscars, alors que c'est un film en langue anglaise et espagnole et qui se passe soi-disant au Mexique. Allez chercher. Donc film au pitch assez étonnant, je vous laisse découvrir la bande-annonce pour le connaître, mais qui a aussi une exécution un peu particulière puisque c'est en partie une comédie musicale un peu zarbi. On comprend à peu près pourquoi, ça marche parfois, ça marche pas à d'autres fois. En tout cas, c'est l'aspect du film qui révèle un peu pour moi ce qui a été mon appréciation, c'est que c'est un film qui mijote, qui est comme à l'instar un peu de Megalopolis, qui est toujours en devenir. Et du coup, ma place, moi, en regardant ce film-là, c'est que j'attendais scène après scène où le film voulait aller et j'ai pas eu de réponse particulière. Ça a été une bonne ride, je me suis éclaté à plein de moments. Si un défaut que je voudrais relever, c'est que pour ma part en tout cas, j'ai trouvé qu'il tapait parfois à côté en termes d'émotion, quitte à convoquer des fois des clichés qui sont parfois un peu malvenus. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, aimant beaucoup cet auteur, que c'est un film, une histoire qu'aurait pu faire Pedro Almodovar, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans le passé, et que l'une des choses que j'aime dans ce type de récit qui mélange les genres, qui mélange les esthétiques, c'est le moment où tu as un truc qui est d'une vérité, mais qui te désarme, qui te fait chialer, ce qui arrive à faire toujours Almodovar, en t'assénant des fois des scènes au milieu de trucs un peu foutraques comme ça, qui est tellement d'une sincérité folle que voilà, ton cœur il explose. Je ne l'ai pas eu avec Emilia Pérez, mais reste quand même plusieurs grands moments quand même de mise en scène et de cinéma pour un récit qui est parfois un peu long, faut le dire quand même, et qu'on ne sait pas trop où il va. Donc voilà, un peu mitigé devant ce film qui, comme Megalopolis, n'est pas un film fini selon moi, qui est un film qui est toujours en devenir. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre avis et d'y aller les chakras ouverts pour peut-être vous prendre l'émotion que moi j'ai pas ressentie mais que d'autres ont eu. Pour revenir à Jacques Audiard, c'est quand même assez intéressant comment c'est sa carrière vers où elle va. C'est un auteur aussi qui est un peu vieillissant, il faut le dire. Je crois qu'il atteint les 70 ans. S'il les a pas encore eu, désolé. Mais en tout cas, c'est assez marrant comment il essaye toujours de trouver quelque chose dans son cinéma. Voilà. Allez, petite pause classique dans ce mois de septembre. C'est un peu en relation avec ce qui se déroulait au mois de septembre, mais aussi de manière hasardeuse, que je me suis retrouvé à revoir ce truc que j'ai vu des 15 milliards de fois, qui est Le Parrain de Francis Ford Coppola. Vous connaissez Le Parrain? Bon, au-delà de la connerie du débat cinéphile de merde qu'il peut y avoir sur les réseaux, désolé, ça me met en colère ce truc-là. Oui, c'est un film parfait, c'est-à-dire que c'est ce genre de truc qui fait que un Coppola est devenu un nom qui veut dire cinéma. Comme je disais auparavant, quand je parlais de Megalopolis, Coppola, Orson Welles, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, c'est des noms comme ça qui veulent dire cinéma, et c'est pas pour rien, c'est que tous ces gens-là ont fait des films qui sont parfaits en tout point, que ça soit Citizen Kane, que ça soit Les Dents de la Mer, que ça soit donc Le Parrain pour Francis Ford Coppola. Et en le revoyant, et connaissant maintenant la carrière de Coppola, en effet, c'est un très grand film de Coppola, mais c'est un très grand film de Marlon Brando, c'est un très grand film de Al Pacino, c'est un très grand film de son chef opérateur, de Nino Rota. En fait, c'est ça qui fait un film parfait, c'est quand, au sein d'une même œuvre, d'un même objet, il y a des histoires qui se croisent et vont dans le même sens. Incroyable de voir, par exemple, la performance de Al Pacino dans ce film, de comment il passe de nobody à somebody, quoi. Oh, la punchline. Et cette fois-ci, j'ai regardé Le Parrain avec ce truc-là de me dire, c'est fou le nombre de gars que j'ai croisés dans ma vie et qui se la jouaient Al Pacino comme dans Le Parrain. Ses expressions, sa manière de rien dire et tout, machin. Il y a beaucoup de gens qui ont imité Don Corleone, mais Michael Corleone, joué par Al Pacino, il y en a beaucoup qui ont fait comme lui, qui ont essayé de retrouver ce truc-là. Donc c'est fou que entre ce rôle-là et le rôle qu'il a dans Scarface, ça a à ce point en fait influencé les gens dans la vraie vie en fait. Au-delà de ça, on est dans la même approche qu'a eu Coppola dans toute sa carrière, c'est-à-dire cette approche d'expérimenter et de trouver le chemin en cheminant justement. Sauf que là, dans Le Parrain, et ça se réitère après dans Le Parrain 2, donc 2 ou 3 fois même il y a eu le miracle dans sa carrière, ça aboutit à un truc intemporel, universel, qui aborde son sujet de la plus belle des manières, même si il faut rappeler que Le Parrain est quand même une glamourisation de quelque chose qui est complètement nul. Et d'ailleurs, je vous conseille Le Traître
de Marco Bellocchio, qui est l'envers du décor de ce qu'est la mafia. C'est pas des histoires de famille comme ça, un peu dans la tragédie gréco-romaine. C'est aussi un peu des ploucs qui s'entretuent, quoi. Donc voilà, Le Parrain, si vous avez jamais vu Le Parrain, c'est sur Amazon Prime en très bonne qualité. C'est comme ça que je l'ai regardé. Et c'est génial. Et puis je penserais personne à voir Le Parrain et à dire que quelqu'un n'est pas cinéphile parce qu'il n'a pas vu Le Parrain. Mais quand même, c'est raté un truc. Et faut aussi se rendre compte, en fait, quand on voit un film comme Le Parrain à l'heure actuelle, en 2024, il faut quand même se rendre compte de tout ce qui a été piqué et comment tout le monde essaie de faire son Parrain encore aujourd'hui. C'est quand même assez hallucinant que tout le monde essaie de jouer comme les acteurs et les actrices de ce film, et comment l'histoire du Parrain est une espèce de bible pour scénaristes et pour réalisateurs encore aujourd'hui, quoi. Bref, on pourrait en parler des heures de ce film, il y a plein de choses à l'intérieur. En tout cas, si vous n'avez jamais vu ça, éclatez-vous, c'est trop bien, on se passe un super moment. Encore faut-il avoir envie de regarder ce type de film. Voilà. Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Ce mois-ci, j'ai découvert un film que tout le monde connaît mais que moi j'avais raté bizarrement, et qui est Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Oui, je n'avais jamais vu Le Portrait de la jeune fille en feu, et waouh, il fallait me le dire que c'était un chef-d'œuvre en fait, un chef-d'œuvre absolu. J'étais complètement terrassé par ce film qui j'avais tardé à voir parce qu'il y avait eu une espèce de hype, il faut le dire quand même, au moment où il était sorti. Puis d'ailleurs il était sorti au milieu du Covid, donc je me rappelle plus vraiment avant ou après. En tout cas, c'est un film qui plastiquement est irréprochable. Dans son histoire, elle essaye des choses qui à chaque fois tombent dans le mille, et ça c'est un peu miraculeux à voir, ou juste une maîtrise formelle et d'écriture juste parfaite, puisque la chose qu'on ne m'avait pas dit du Portrait de la jeune fille en feu, c'est que c'est l'histoire d'une peintre qui vient pour peindre une femme, je dis même pas pourquoi, comme ça au moins vous avez la surprise, mais qui doit se cacher, ne doit pas montrer qu'elle est peintre, donc doit se cacher pour peindre son sujet, et ça, ce n'est que la moitié du film, c'est-à-dire que la résolution de qu'est-ce qui va se passer autour de ce prémisse-là aboutit à peu près à 45 minutes de film. Et ce qui suit, c'est une succession de gestes cinématographiques qui, moi, m'ont percuté à la gueule, en fait. Et je trouve ce film magnifique. C'est un chef-d'œuvre du cinéma français et même mondial. Courez voir ce film si vous ne l'avez toujours pas vu. On est dans une romance, on est dans quelque chose qui aussi fait l'état des lieux du féminisme, tout simplement, de la condition de la femme avant, aujourd'hui et demain. Et quoi vous dire que les 10 dernières minutes, je sais même pas si je les ai vues tellement j'avais les yeux embués de larmes. C'est magnifique, un film magnifique, incroyable. Le Portrait de la jeune fille en feu. Waouh! Ce mois-ci, j'ai été voir Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov, film iranien qui d'ailleurs a coûté à son réalisateur de ne plus pouvoir aller dans son pays, ce que j'ai compris, je crois que c'est ça qui se passe. Mais bref, ça c'est en dehors du film, même si c'est un film qui parle d'actualité, qui est vraiment au milieu de ce qui se passe en ce moment en Iran, qui s'est passé aussi l'année dernière, puisque nous suivons une petite famille faite d'un père et d'une mère et de leurs 2 filles, qui vont faire, entre guillemets, leur vie au milieu de cette histoire en marche, de ces événements horribles qui se passent au fur et à mesure. Je vous dévoile pas trop l'intrigue, mais je trouve époustouflant la manière dont Rassoulov met en scène l'histoire qui est en train de se passer au moment où il est en train de tourner. Comment il arrive à imbriquer des images de téléphone, des images de vérité avec sa fiction à lui, dans ce microcosme, dans cet appartement. Comment il met en scène aussi, du coup, le téléphone, le smartphone. C'est la première partie, c'est vraiment exceptionnel, incroyable. Je dis première partie parce que c'est un film qui est assez long, qui dure 2h45, et il y a une espèce de bascule de point de vue au milieu qui est assez surprenant et qui veut tout dire dans son symbolisme, puisque c'est un film qui arrive à rendre compte par la mise en scène et pas par des longs discours, des choses comme ça, vraiment par le cinéma, du côté insidieux du dogmatisme, du fossé qu'il peut y avoir entre les vérités de chacun et la vérité de l'extérieur, de l'intérieur. Moi je trouve ça époustouflant tout le long, mais au moment de cette bascule de point de vue, je pense qu'il y a peut-être éventuellement un fossé qui peut se faire entre les spectateurs, parce que on tombe dans quelque chose qui est
beaucoup plus symbolique. Et ce symbolisme, je sais pas s'il est du fait de ce réalisateur ou des films iraniens, mais on peut passer peut-être à côté. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir vu d'autres films iraniens et de savoir un peu ce qui se passe dans le pays en ce moment, et qui permet de lire entre les lignes des images très fortes que nous propose Mohamed Rasoulov dans cette deuxième partie, même dans la première. En tout cas, j'en retiens plusieurs scènes incroyables. Je pense à la scène, le pic émotionnel qui est au milieu du film, où ça mélange en effet les images qu'en fait on a tous accès, qu'on voit de l'Iran en ce moment, avec nos protagonistes qui sont là et qui arrivent, qui ont été heurtés par ces images-là en fin de compte. Je pense à une scène d'interrogatoire absolument incroyable, graphiquement, et même de ce que ça raconte au milieu et tout. Foncez voir Les Graines du Figuier Sauvage si vous êtes dans le mood d'aller voir ce genre de film-là. En tout cas, c'est un très grand film, vraiment époustouflant. Je suis impatient de voir le reste de la filmographie de ce réalisateur, parce que là, en dehors de films iraniens ou quoi, c'est un très grand réalisateur, ça. C'est incroyable. Ouais. اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه. چون توشی. J'ai vu encore un autre documentaire ce mois-ci, c'était le mois du documentaire visiblement, qui est Dahomey de Mati Diop. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est un film qui dure qu'1 heure, et vous dire un truc que ne disent pas les gens quand ils analysent ce film ou quand ils le proposent à nous, c'est que c'est un film poétique. Voilà, c'est pas un documentaire en tant que soi, parce que Dahomey suit le transfert d'œuvres béninoises dans leur pays d'origine et ce que ça provoque autour. Mais si on cherche un documentaire qui mettrait vraiment en exergue, on va dire, toutes les subtilités de tout ça, non, on est dans une approche plus poétique. Je préfère dire ce mot-là et pas aller plus loin dans l'interprétation du film pour prévenir en fait, parce que je me suis retrouvé dans une salle où il y a des gens qui ont soufflé un petit peu alors qu'il dure qu'1 heure, parce que Mati Diop prend des procédés filmiques assez inédits quand tu veux aborder un sujet dans le documentaire. Je mets toujours des guillemets depuis Inox, hein, je mets documentaire, mais qui là, pour ma part en tout cas, j'ai trouvé ça mais hyper pertinent, hyper beau. Ça m'a vraiment touché encore longtemps après la vision en salle, dans ce que ça voulait raconter en tout cas de l'art, de l'œuvre d'art, de l'artiste, de son rapport au sol et le rapport à celui qui la regarde aussi. Il y a tout ça qui est dans ce film-là, concentré dans 1 heure, et qui, dans sa poésie, moi, elle m'a fait passer le message. Elle m'a fait passer tout le truc. Donc voilà, très grand film. Son ours d'or, c'est ça, le lion d'or, non, je sais plus. En tout cas, son prix qu'elle a reçu n'est pas volé. C'est une œuvre que je rapprocherais presque de, bon, c'est pas les mêmes sujets, hein, mais que je rapprocherais presque de Zone of the Interest cette année. Un truc qui est vraiment à la lorgnée de l'expérimental, mais qui quand même va to the point, quoi. Ouais, ici on est à la Van Damme un peu. On dit des trucs en anglais. Pour répondre à ta question, je vais dire que durant mon enfance, j'ai grandi avec Disney. J'ai grandi en regardant Avatar, j'ai grandi en regardant Tom et Jerry, mais je n'ai pas grandi en regardant un film de dessin animé qui est centré sur Béanzin, qui est centré sur notre héritage culturel. Donc du coup, durant mon enfance, je n'ai pas eu vent de ce qu'il y a eu des œuvres qui nous appartenaient, qui ont été déportées et qui vont revenir on ne sait quand. Donc du coup, j'ai grandi dans l'ignorance de ce que mon patrimoine, ma culture, mon éducation, ma vie, mon âme est restée à l'extérieur pendant des siècles. Est-ce que vous comprenez? Petit film que j'ai revu ce mois-ci et qui est une recommandation que je vous fais, je l'ai revu sur Netflix d'ailleurs, c'est Boîte Noire de Yann Gozlan, film qui avait été dans mon top 2021, 22, je ne sais plus, et qui est un super thriller avec Pierre Ninet sur le milieu de la sécurité aéronautique. Ouais, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est un film qui, comme je l'avais dit à l'époque, dépeint très bien tout ce milieu de hauts fonctionnaires, d'industrie française un peu comme ça, froide, qui se retrouve avec des petits fours et tout. Moi, c'est ça que j'ai aimé en ce film, en plus de l'aspect thriller qui fonctionne très très bien. Pierre Ninet, c'est un de ses meilleurs rôles. J'ai toujours pas vu Le Comte de Monte Cristo. Donc voilà, c'est une petite recommandation si vous cherchez un thriller qui fonctionne très bien et qui est un des meilleurs films français que j'ai vu ces dernières années, Boîte Noire. En tout cas, dans le genre du thriller. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire.
Et je finis avec tous les courts-métrages que j'ai vus ce mois-ci. Ils sont pas tous très bien, mais je me permets de vous les citer. Il y a la Lotta de Marco Bellocchio. Voilà, Marco Bellocchio qui est un cinéaste italien de films comme Le Traître, que je vous ai parlé en vous parlant du Parrain. Donc j'étais un peu intrigué de voir ce qu'il pouvait faire en court-métrage. Donc c'est un court-métrage qui est tout récent, donc on arrive à la fin de sa carrière, hein, puisque c'est un vieil auteur, Marco Bellocchio. Film court-métrage très bizarre et pas très bien. Je vous raconte, c'est un mélange où ça mélange deux époques en même temps. C'est par rapport à son village de naissance ou de là où il habitait pendant longtemps. J'ai pas trop compris ce que je regardais avec ce court-métrage, je vous avoue. Mais voilà, c'est pas long, donc allez, on teste. J'ai vu... Pareil, hein, tout ça c'est sur Mubi que je l'ai vu. J'ai vu Four Roads de Alice Warwacher. Je ne sais toujours pas très bien le dire, mais j'y arriverai. Film qui a été fait durant le Covid, je crois. Et c'est un espèce de concentré de la sensibilité de cette réalisatrice, de cette autrice. Et voilà, moi ça m'a touché vraiment au cœur. C'est trop mignon, c'est un truc qui parle de ses voisins, qui parle de la vie, qui parle de prendre du temps, comment les gens autour de toi t'inspirent. Très beau, voilà. S'il y avait un à regarder dans tous ceux que j'ai vus, c'est celui-là peut-être, même si bon, ça reste de l'ordre de l'anecdote presque. Après j'ai vu un vieux court-métrage d'un auteur que je veux commencer à découvrir, qui s'appelle Radu Jude, qui est un réalisateur roumain, je crois, je mettrai si je me suis trompé sa nationalité, et qui s'appelle La lampe au chapeau, qui est un court-métrage un peu qui pourrait être vraiment une leçon pour des jeunes cinéastes, je pense, puisque en 15 minutes, on suit comment un père et son fils font tout un chemin à pied avec leur vieille télé à lampe dans les années 90 pour aller la faire réparer et comment ils reviennent après. Donc en fait, il n'y a pas grand chose, c'est très très fin la ligne d'intrigue, mais il en fait du cinéma. Et moi j'ai trouvé ça assez cool dans comment tu craftes une ambiance, comment tu fais suivre deux personnages avec une intrigue très fine comme ça. Voilà, intéressant, et je continuerai à regarder ce qu'a fait ce cinéaste parce que il y a une maîtrise très intéressante dans ce court-métrage. Et enfin, bon, je l'ai mis dans cette partie court-métrage, mais j'ai revu pour la 15 millième fois, comme Le Parrain ce mois-ci, La Jetée de Chris Marker. Si vous ne connaissez pas La Jetée, c'est le classico, l'el famoso film qu'on vous met dès la première année de fac de cinéma, d'école de cinéma, de tout ce que vous voulez, pour vous exprimer un certain truc, puisque c'est une sorte de roman photo avec une voix off par-dessus, et c'est un des fleurons, si ce n'est le truc le plus inouï de l'histoire du cinéma français, puisque c'est un film de science-fiction qui était en avance de 20 ans sur tous les autres. Il y a une noirceur dedans assez inouïe. Si vous ne connaissez pas, c'est la même intrigue que L'Armée des Douze Singes, peut-être que celui-là vous le connaissez, ce film de Terry Gilliam avec Bruce Willis, qui était un remake de La Jetée de Chris Marker. Et de le revoir aujourd'hui, c'est de voir encore une fois l'audace formelle qu'il y a à l'intérieur et comment ça marche toujours, mais par contre c'est hyper dark. Aujourd'hui, on a vécu certaines choses qui n'étaient pas forcément d'actualité à l'époque de La Jetée. Waouh, c'est quand même un peu dark. Et voilà, très beau film sur le souvenir, surtout. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et dites sur La Jetée, mais il y en a fait un travail assez ultime sur l'idée du cinéma comme une machine à souvenirs aussi. Et voilà, j'ai fini le bilan des films, documentaires, courts-métrages que j'ai vus au mois de septembre. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes, continuez à le faire sur la vidéo The Fall. Je vous remercierai jamais assez. Je suis déjà en train de travailler sur la prochaine, peut-être que ça mettra moins de 6 mois. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour ce bilan. N'hésitez pas à picorer à droite et à gauche, j'espère que j'ai été pertinent, en tout cas j'ai fait ça sans filet. On se retrouve dans tous les cas le mois prochain pour un nouveau bilan, et je vous dis ciao Internet.